Si l'on parle autant du cerveau aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que la recherche progresse. C'est aussi parce que certaines idées simples et séduisantes se sont installées dans le discours public. Des idées qui donnent l'impression d'offrir une clé unique pour comprendre des phénomènes complexes. À force d'être répétées, elles finissent par sembler évidentes. L'une d'elles concerne une molécule souvent présentée comme la source du plaisir, de la motivation et du bien-être. Mais cette promesse de clarté repose sur une confusion profonde. Dans les médias comme sur les réseaux sociaux, une représentation s'est imposée. Celle d'un mécanisme chimique unique qui gouvernerait nos comportements. On affirme que nos actions seraient guidées par la recherche permanente de stimulations internes, que les écrans en provoqueraient des excès, que certaines pratiques permettraient de rétablir un équilibre perdu, et que notre bien-être dépendrait directement de ce paramètre. Cette vision est séduisante parce qu'elle simplifie radicalement la réalité. Elle laisse croire qu'un principe unique suffirait à expliquer la motivation, l'addiction, l'énergie mentale, voire l'épuisement. Mais aussi intuitive soit-elle, elle ne résiste pas à l'examen scientifique. Du point de vue des neurosciences, cette substance n'a jamais été définie comme un générateur de plaisir. Il s'agit d'un neuromodulateur, c'est-à-dire d'un agent chimique qui ajuste l'activité de réseaux neuronaux entiers, sans correspondre à une émotion précise. La confondre avec le plaisir revient à mélanger des phénomènes distincts. L'anticipation, l'apprentissage, la récompense, la satisfaction subjective et l'émotion ressentie. Ces dimensions peuvent coexister, mais elles ne se recouvrent pas. Cette confusion s'appuie pourtant sur une observation réelle. Lorsque l'on enregistre l'activité de certains neurones, on constate qu'ils s'activent fréquemment dans des contextes associés à une récompense. Pendant longtemps, cette activation a été interprétée comme la signature biologique du plaisir. L'erreur a consisté à confondre une corrélation avec une fonction. Le fait qu'un système s'active lors d'une expérience agréable, ne signifie pas qu'il en soit la source directe. Les expériences les plus éclairantes, sont celles qui dissocient clairement l'expérience subjective, et le fonctionnement neurochimique. Chez l'animal, il est possible de réduire fortement cette activité tout en conservant des réactions comportementales typiques du plaisir, comme celles observées lors de la dégustation d'un aliment sucré. À l'inverse, on peut stimuler artificiellement ces circuits sans provoquer d'expériences agréables conscientes. Ces résultats montrent que ce système n'est ni nécessaire ni suffisant pour produire le plaisir en tant que sensation. Ce qu'il code principalement, ce n'est pas l'agrément ressenti, mais la valeur prédictive d'un événement. Il intervient dans l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire dans la capacité du cerveau à ajuster ses comportements à partir des conséquences passées. Lorsque le résultat dépasse les attentes, l'activité augmente. Lorsqu'il correspond à ce qui a été prévu, elle reste stable. Lorsqu'il est décevant, elle diminue. Ce signal sert à mettre à jour les anticipations futures. Il ne génère pas une émotion agréable en lui-même. C'est pour cette raison qu'il est étroitement lié à la motivation. Il participe à la mobilisation de l'effort, à la persévérance et à la sélection des actions jugées pertinentes. Il ne dit pas, c'est plaisant, mais, cela mérite d'être poursuivi. Cette distinction est essentielle. Elle explique pourquoi on peut s'investir durablement dans une activité exigeante, parfois peu agréable sur le moment, et pourquoi certaines conduites persistent, malgré une satisfaction subjective faible ou absente. Le langage courant a renforcé cette confusion. Des expressions comme « shoot » ou « décharge » suggèrent un mécanisme euphorisant, comparable à une montée brutale de plaisir. Or ce fonctionnement est bien plus subtil. Il opère de manière tonique et phasique, modulant en continu l'activité cérébrale plutôt que produisant des états émotionnels isolés. Ces métaphores donnent une impression de compréhension immédiate, mais elles déforment la réalité des mécanismes en jeu. Cette vision simplifiée s'est progressivement imposée dans les discours sur les addictions, la fatigue mentale et la motivation quotidienne. On parle de surstimulation, d'épuisement ou de déficit, comme s'il existait un niveau global, permettant d'expliquer à lui seul des états psychologiques complexes. Ces formules donnent une illusion de clarté biologique, mais elles masquent la diversité des mécanismes réellement impliqués. Il n'existe pas de réservoir unique, qui se remplirait ou se viderait selon nos comportements. Il n'existe pas non plus de mesure globale, permettant d'expliquer à elle seule le bien-être, l'énergie ou la motivation. Les systèmes concernés sont multiples, distribués, et interagissent étroitement avec d'autres réseaux impliqués dans les émotions, le stress et la régulation de l'effort.
Qualifier cette substance d'hormone du plaisir n'est donc pas seulement une simplification excessive. C'est une erreur conceptuelle. Elle empêche de comprendre son rôle réel, central mais profondément nuancé, et contribue à entretenir une vision appauvrie du fonctionnement du cerveau humain. La persistance de cette confusion tient aussi à l'histoire de sa découverte et à la manière dont les premiers résultats ont été interprétés. Les recherches initiales ont montré que certaines lésions entraînaient une chute nette de la motivation et une diminution des comportements orientés vers un but. Ces effets ont été compris comme une perte de plaisir. En réalité, il s'agissait surtout d'une perte d'initiative. Les individus continuaient à éprouver des sensations agréables, mais n'engageaient plus spontanément d'action pour les obtenir. Cette distinction est essentielle. Le plaisir correspond à une expérience subjective spécifique, associée à des circuits bien identifiés. La dopamine intervient à un autre niveau. Elle agit en amont, dans la préparation de l'action. Elle influence la décision de mobiliser de l'énergie, d'explorer une situation, de persévérer ou d'abandonner. Elle façonne le passage à l'acte, bien plus qu'elle ne détermine le ressenti qui suit. C'est pour cette raison que des situations très diverses peuvent activer ce système sans être agréables. Un événement imprévu, une information nouvelle, une opportunité incertaine, voire un signal potentiellement négatif peuvent déclencher une réponse dopaminergique. Ce qui est encodé, ce n'est pas la valence émotionnelle positive, mais l'importance de l'événement pour l'apprentissage et l'adaptation. Ce point est souvent mal compris lorsqu'on parle d'addiction. On affirme fréquemment que certaines substances ou certains comportements provoqueraient un excès de plaisir. Les données suggèrent plutôt que ce système renforce les associations entre un contexte, une action et une conséquence. Il amplifie l'anticipation et la saillance des indices, sans garantir une satisfaction subjective durable. C'est précisément ce mécanisme qui permet de comprendre pourquoi certaines conduites persistent, alors même que le plaisir ressenti diminue avec le temps. Ce paradoxe, souvent décrit par les personnes concernées, devient incompréhensible si l'on assimile dopamine et plaisir. Il devient cohérent dès lors que l'on comprend que ce système renforce surtout la probabilité de répéter un comportement, indépendamment de ce qu'il procure réellement sur le plan subjectif. Cette logique s'applique aussi à la motivation quotidienne. Être motivé ne signifie pas éprouver du plaisir en permanence. Cela signifie être capable d'initier une action et de s'y maintenir en direction d'un objectif. Une activité peut être jugée pertinente sans être agréable sur le moment. C'est ce qui permet de travailler, d'apprendre et de persévérer malgré l'inconfort. La fatigue mentale est souvent expliquée par l'idée d'une chute de dopamine. Cette hypothèse ne repose sur aucune démonstration directe. La fatigue est un phénomène complexe, qui implique la régulation de l'attention, de l'effort, du sommeil, du stress et l'interaction de nombreux systèmes. La réduire à un déficit chimique global revient à ignorer cette complexité. Il est également fréquent d'entendre que certaines pratiques permettraient de recharger ou de détoxifier la dopamine. Là encore, la métaphore est trompeuse. Les neurones dopaminergiques ne fonctionnent pas comme une batterie. Leur activité dépend de contextes précis, de boucles de rétroaction fines et d'interactions constantes avec d'autres systèmes. Cette représentation simplifiée s'est diffusée à travers des contenus de vulgarisation qui mêlent résultats solides et interprétations spéculatives. Des termes scientifiques réels sont utilisés, mais détachés de leur cadre expérimental. Le récit devient cohérent en apparence, mais ne correspond plus au fonctionnement réel du cerveau, tel qu'il est décrit par la recherche contemporaine. À force d'être répétée, cette vision finit par structurer la manière dont chacun interprète ses propres états internes. Un manque d'élan devient un problème chimique unique. Une perte d'intérêt est perçue comme un dérèglement isolé. Cette lecture rassure, parce qu'elle propose une cause simple et identifiable. Mais elle repose sur une confusion fondamentale entre un système qui module l'action et une expérience subjective de plaisir. Reconnaître cette complexité ne rend pas le cerveau plus mystérieux. Cela permet au contraire de le comprendre avec davantage de justesse, de nuance et d'humanité. Et c'est précisément dans cette compréhension plus fine, moins spectaculaire mais plus fidèle au réel, que s'ouvre la possibilité d'agir autrement, sans réduire l'expérience humaine à des explications trop étroites pour contenir ce qu'elle est réellement.